Tout le monde connaît les Navy Seals. Tout le monde a entendu parler de la Delta Force. Le SAS britannique est devenu une légende. Films, livres, titres spectaculaires, des opérations racontées en détail, des noms glorifiés, des symboles devenus des marques. Mais dans l'ombre de ces géants médiatisés, il existe une unité dont on parle à peine et que les professionnels respectent en silence. JTF2. Pas de campagne marketing, pas de révélations spectaculaires, pas d'interview grand public. Et pourtant, dans le cercle fermé des forces de spécial, un constat revient souvent. Quand la mission est trop sensible, trop politique, trop délicate pour échouer, les Canadiens sont appelés. Comment un pays associé au maintien de la paix, aux casques bleus et aux missions humanitaires a-t-il façonné l'une des unités les plus redoutées au monde ? La réponse ne commence pas en 1993, elle commence dans le fracas de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque l'Europe brûle dans les années 1940, une nouvelle forme de guerre apparaît. Les armées massives, les lignes de front fixes et les divisions blindées ne suffisent plus. Il faut des hommes capables d'agir derrière les lignes ennemies, d'infiltrer, de saboter, de frapper puis disparaître. Les commandos britanniques naissent dans ce contexte. Des raids nocturnes sur les côtes occupées. Des opérations éclairs où quelques dizaines d'hommes accomplissent ce que des régiments entiers ne peuvent pas faire. Le Canada, souvent perçu comme une puissance secondaire, joue pourtant un rôle déterminant dans cette évolution. Les soldats canadiens participent au débarquement, aux opérations clandestines, aux missions de reconnaissance profonde. Ils apprennent vite, ils adaptent vite, et surtout, ils retiennent les leçons. Une leçon domine toutes les autres. La puissance ne réside pas dans la taille d'une force, mais dans sa précision. Ce principe deviendra, des décennies plus tard, l'ADN de la JTF2. Après la guerre, le monde change. La menace n'est plus une armée massive traversant un continent, mais des réseaux, des cellules, des crises éclairs, détournements d'avions, prises d'otages, terrorisme transnational. Dans les années 1980 et au début des années 1990, le Canada comprend qu'il doit adapter sa réponse. La Gendarmerie royale possède une unité d'intervention spéciale, mais la réalité stratégique évolue. Les menaces exigent une capacité militaire, rapide, secrète, déployable à l'étranger. Le 1er avril 1993, une décision discrète change tout. L'unité antiterroriste passe sous contrôle militaire, naît alors la Joint Task Force 2. Au départ, une centaine d'hommes, pas une armée. Un scalpel. La sélection est immédiate, brutale, sans compromis. La majorité vient de régiments déjà élitistes. Infanterie légère, parachutistes, soldats aguerris. Mais cela ne suffit pas. La JTF2 ne cherche pas des soldats très forts, elle cherche des hommes capables de disparaître. Contrairement aux forces spéciales américaines ou britanniques, la JTF2 adopte une doctrine radicale, le silence absolu. Aucune communication publique sur les opérations, aucun nom révélé, aucune confirmation officielle. Dans le monde des opérations spéciales, la discrétion est une protection. Mais pour la JTF2, elle devient une arme. Moins une unité est visible, plus elle est imprévisible. Plus elle est imprévisible, plus elle est redoutée. Cette culture n'est pas un hasard. Elle est héritée des opérations clandestines de la Seconde Guerre mondiale où la fuite d'une information pouvait coûter des vies entières. Les Canadiens ont appris que la gloire attire l'attention et que l'attention attire le danger. Dans les années 2000, lorsque le monde bascule après les attentats de 2001, la JTF2 est déjà prête. 40 opérateurs sont envoyés en Afghanistan. Un chiffre presque insignifiant comparé aux milliers de soldats déployés par d'autres nations. Mais ce petit détachement intègre la Task Force Kabar aux côtés des meilleures unités américaines, britanniques et australiennes. Ce qui se passe là-bas reste en grande partie classifié. Mais des rapports américains confirment des captures de leaders ennemis, des opérations de neutralisation ciblées, des missions à haut risque confiées spécifiquement aux Canadiens. Un fait sort de l'ombre. La JTF2 reçoit la Presidential Unit Citation des États-Unis, une distinction rare pour une unité étrangère. Ce n'est pas de la communication, ce n'est pas du marketing, c'est de la reconnaissance opérationnelle. Aujourd'hui, la JTF2 continue d'évoluer. Équipement de pointe, entraînement arctique unique au monde,
capacité à opérer dans le froid extrême que peu d'unités occidentales maîtrisent réellement. Mais ce qui la distingue vraiment ne se trouve pas dans ses armes, c'est sa mentalité. Deeds, not words. Des actes, pas des mots. Dans un monde saturé d'images, de récits et de mythes, la JTF-2 reste presque invisible. Et c'est précisément ce qui la rend dangereuse. Car parfois, l'unité la plus redoutable n'est pas celle qui fait le plus de bruit. C'est celle dont on ignore presque tout. Bien avant que le nom JTF-2 n'existe, bien avant que des opérateurs canadiens ne soient projetés en Afghanistan ou ailleurs sous couvert de secret, une autre génération d'hommes avait déjà compris ce que signifiait frapper sans être vu. La Seconde Guerre mondiale n'a pas seulement redessiné les frontières, elle a redéfini la manière de faire la guerre. En 1940, après la chute de la France, la Grande-Bretagne se retrouve isolée. L'Europe continentale est sous contrôle nazi. Les armées régulières sont incapables de percer frontalement. Il faut autre chose. Une nouvelle doctrine. Winston Churchill ordonne la création d'unités spéciales capables de mener des raids éclairs sur les côtes occupées. Les premiers commandos britanniques sont formés dans l'urgence. Leur mission n'est pas de tenir un territoire. Leur mission est de perturber, déstabiliser, saboter, frapper vite et disparaître. C'est une rupture stratégique. Le Canada observe. Et le Canada participe. Des milliers de soldats canadiens sont envoyés en Europe. Ils combattent en Sicile, en Italie, en Normandie. Mais au-delà des grandes batailles, certains sont intégrés à des unités spéciales, à des missions de reconnaissance profonde, à des opérations clandestines menées derrière les lignes ennemies. Là, dans l'obscurité des côtes françaises ou dans les forêts européennes, une vérité s'impose. La guerre moderne exige plus que du courage. Elle exige de l'adaptabilité, de l'autonomie, une discipline absolue. Les opérations spéciales de la guerre ne sont pas médiatisées. Elles sont classifiées, souvent niées. Des équipes réduites de 10 ou 20 hommes détruisent des infrastructures stratégiques, recueillent des renseignements cruciaux, facilitent les débarquements alliés. Leur succès ne se mesure pas à des parades militaires, mais à l'absence de réaction ennemie. Moins l'ennemi comprend ce qui se passe, plus la mission est réussie. Ce principe deviendra central dans la culture stratégique canadienne. Après 1945, le monde entre dans la guerre froide. Les menaces changent de forme. Les conflits deviennent asymétriques. Les opérations clandestines prennent une importance croissante. Le Canada, membre de l'OTAN, modernise son armée. Il développe des capacités aéroportées, renforce son infanterie légère, perfectionne ses doctrines d'intervention rapide. Mais pendant des décennies, il reste perçu comme une puissance modérée, principalement engagée dans le maintien de la paix. Cette perception est trompeuse. Sous la surface, les forces armées canadiennes étudient attentivement les évolutions des forces spéciales britanniques et américaines. Le SAS perfectionne les techniques de contre-terrorisme. Les unités américaines développent des capacités d'insertion aérienne avancées. Les leçons de la Seconde Guerre mondiale ne sont pas oubliées. Elles sont affinées. Au Canada, certains officiers comprennent que le pays aura besoin, tôt ou tard, d'une unité capable d'intervenir rapidement, discrètement, à l'intérieur comme à l'extérieur de ses frontières. La question n'est pas si, la question est quand. Les années 1970 et 1980 marquent un tournant. Le terrorisme international explose. Les détournements d'avions deviennent fréquents. Les prises d'otages médiatisées montrent qu'un État moderne doit posséder une réponse immédiate et chirurgicale. Le Canada met en place une équipe spéciale au sein de la Gendarmerie royale, le Special Emergency Response Team ou SERT. L'unité est compétente, entraînée, mais limitée par sa nature policière. Elle n'a pas la liberté stratégique d'une force militaire. Et les menaces évoluent encore. Les conflits deviennent hybrides. Les lignes entre terrorisme, guerre conventionnelle et opérations clandestines s'estompent. Dans les cercles militaires, la discussion s'intensifie. Le Canada doit-il créer sa propre unité d'opération spéciale militaire ? Les débats restent discrets, les documents sont classifiés, les décisions se prennent loin des projecteurs, puis arrive 1993.
Le 1er avril 1993, le gouvernement canadien dissout le CERF et transfère la responsabilité des missions antiterroristes stratégiques au ministère de la Défense nationale. Ce n'est pas un simple ajustement administratif, c'est une déclaration stratégique. Le Canada affirme qu'il veut une capacité militaire capable d'intervenir face aux menaces modernes avec la rapidité, la puissance et la discrétion nécessaires. Ainsi naît officiellement la Joint Task Force 2. Le choix du nom est révélateur. Joint interarmé. Task Force, flexible, adaptable. 2. Héritage d'une structure déjà existante, mais aussi symbole d'une évolution. Dès le départ, la philosophie est claire. Petite taille, haute compétence, secret absolu. Contrairement aux unités créées dans l'urgence pendant la Seconde Guerre mondiale, la JTF2 est conçue méthodiquement. Chaque critère est étudié. Chaque étape validée. Les responsables veulent éviter les erreurs du passé. Ils veulent créer une force durable, une force qui puisse opérer dans l'Arctique, en zone urbaine, en désert ou en montagne. Une force qui ne cherche pas la reconnaissance publique, une force qui agit puis disparaît. La doctrine canadienne commence alors à prendre une forme distincte. Alors que d'autres pays mettent en avant leurs forces spéciales pour des raisons politiques ou médiatiques, le Canada adopte une approche inverse. La JTF2 ne sera pas une vitrine, elle sera un outil. Dans les années qui suivent, les premières équipes sont constituées. Les recrues proviennent d'unités déjà aguerries, infanterie légère, régiments aéroportés, soldats expérimentés. Mais rapidement, les fondateurs comprennent que l'expérience militaire ne suffit pas. Ils veulent autre chose. Quelqu'un capable d'endurer le froid extrême de l'Arctique. Quelqu'un capable de prendre une décision mortelle en une fraction de seconde. Quelqu'un capable de garder le silence absolu, même face à la pression médiatique. Ce mélange rare de compétences, de stabilité psychologique et de discrétion devient la marque de fabrique de la JTF2. Si la Seconde Guerre mondiale a appris au Canada l'importance des petites unités autonomes, la fin du XXe siècle lui enseigne une nouvelle leçon. Dans un monde globalisé, la vitesse d'intervention est cruciale, mais la discrétion l'est encore plus. La JTF2 ne sera pas seulement une unité d'assaut, elle sera une unité stratégique, un instrument silencieux au service du gouvernement. Et bientôt, le monde découvrira que derrière l'image d'un pays pacifique se cache une capacité redoutable. Mais avant de parler de ces opérations, il faut comprendre ce qui rend cette unité différente. Car la véritable sélection ne commence pas sur le champ de bataille, elle commence bien avant. Le 1er avril 1993 ne ressemble pas à une révolution. Aucun discours solennel, aucune annonce spectaculaire aux journaux télévisés, aucun défilé, et pourtant ce jour-là, le Canada modifie profondément son architecture de sécurité nationale. Le Special Emergency Response Team de la GRC est officiellement dissous. La responsabilité des interventions antiterroristes stratégiques passe sous contrôle militaire. Ce transfert semble technique, presque administratif. En réalité, c'est une rupture doctrinale. Pour la première fois, Ottawa accepte que certaines menaces exigent une réponse militaire immédiate, capable d'agir à l'étranger, dans le secret, avec une latitude que les structures policières ne peuvent offrir. La décision est influencée par plusieurs facteurs. Les années 1980 ont montré que le terrorisme international ne connaît pas de frontières. Les prises d'otages à l'étranger, les attaques ciblées contre des intérêts nationaux, les crises diplomatiques imprévisibles ont changé les règles du jeu. Les modèles existent déjà. En Grande-Bretagne, le SAS a démontré son efficacité lors de la crise de l'ambassade iranienne en 1980. Aux États-Unis, la Delta Force et les Navy Seals développent des capacités d'intervention globales. Le Canada ne peut pas rester dépendant des autres. Il lui faut sa propre capacité souveraine. Mais créer une unité spéciale n'est pas simplement une question de budget ou de recrutement. Il faut une vision. Les architectes de la JTF2, dont les noms restent largement inconnus du grand public, comprennent que l'erreur serait d'imiter mécaniquement les autres puissances. Le Canada n'a pas la taille démographique des États-Unis. Il n'a pas l'histoire impériale britannique. Ce qu'il peut avoir, en revanche, c'est une unité plus petite, plus agile, plus discrète. Un scalpel plutôt qu'un marteau. Dès le départ, la structure est pensée pour rester compacte. Environ une centaine d'opérateurs initiaux. Chaque poste est crucial.
chaque sélection décisive. Contrairement aux grandes formations conventionnelles, la JTF2 ne peut pas se permettre l'approximation. Une erreur dans une petite unité se multiplie. Les premières recrues proviennent majoritairement du Canadian Airborne Regiment et du Princess Patricia's Canadian Light Infantry, des soldats déjà aguerris, des hommes habitués aux environnements difficiles. Mais être un excellent fantassin ne garantit rien. La nouvelle unité exige plus. Les candidats doivent prouver leur capacité à opérer en autonomie complète, à maintenir une concentration absolue sous pression, à fonctionner dans l'incertitude totale. La culture interne commence à se former autour d'un principe simple. La mission prime sur l'ego. Il n'y aura pas de reconnaissance publique, pas de carrière médiatique, pas de livres autobiographiques. Entrer dans la JTF2 signifie accepter une forme d'invisibilité professionnelle. Pour certains, c'est un sacrifice. Pour d'autres, c'est une libération. Rapidement, la doctrine de la JTF2 s'éloigne du modèle strictement antiterroriste. Oui, l'unité doit être capable de libérer des otages. Oui, elle doit neutraliser des menaces immédiates. Mais elle doit aussi être prête à intervenir dans des contextes bien plus larges. Opérations spéciales au moment à l'étranger, soutien à des alliés, reconnaissance stratégique, capture de cibles à haute valeur, les deux à haute valeur. Cette polyvalence exige une formation intense et diversifiée. Et elle exige surtout une discipline informationnelle totale. Contrairement aux forces spéciales américaines, souvent mises en avant dans des récits héroïques, la JTF-2 adopte un mur de silence. Aucun détail opérationnel n'est confirmé. Les dates, les lieux, les méthodes restent classifiées. Même les parlementaires n'ont accès qu'à des informations strictement nécessaires. Ce niveau de secret n'est pas un excès, c'est une stratégie. Dans le monde des opérations spéciales, la prévisibilité est une faiblesse. La discrétion est un multiplicateur de force. En 2006, la JTF-2 est intégrée au sein du Canadian Special Operations Forces Command, CANSOFCOM. Ce changement structurel vise à coordonner les capacités spéciales du pays sous une autorité unique. Pourtant, malgré cette intégration, la JTF-2 conserve sa singularité. Elle reste l'unité d'élite parmi l'élite. Son effectif total demeure volontairement limité. Quelques centaines d'opérateurs tout au plus. Ce choix est stratégique. Une petite force se déploie plus vite. Une petite force laisse moins de traces. Une petite force peut être niée plus facilement sur le plan diplomatique. Dans un monde où chaque opération peut devenir un incident international, cette flexibilité politique est essentielle. La JTF-2 commence alors à affiner une spécialisation qui la distinguera profondément. L'environnement arctique. Peu d'unités occidentales sont réellement conçues pour opérer dans des conditions polaires extrêmes. Le Canada, en revanche, possède un territoire immense exposé à ces réalités. La guerre froide a déjà montré l'importance stratégique du Nord. La JTF-2 pousse cette logique plus loin. Les opérateurs sont entraînés à survivre et à manœuvrer dans des températures sous zéro pendant des jours, parfois des semaines. Équipement isolant, armes adaptées au froid, mobilité sur neige profonde, tout est pensé pour transformer un environnement hostile en avantage tactique. Cette capacité devient l'une des signatures de l'unité. Mais derrière les décisions stratégiques et les doctrines militaires, il y a une réalité plus simple. Pour chaque homme admis, plusieurs dizaines sont refusés. La sélection administrative, médicale et psychologique commence à filtrer drastiquement. Avant même d'affronter la première épreuve physique, la majorité des candidats est éliminée. La JTF-2 ne cherche pas seulement des corps robustes, elle cherche des esprits stables, des individus capables de supporter le poids du secret, car dans cette unité, l'ennemi ne se trouve pas toujours à l'extérieur. Il se trouve parfois dans la pression silencieuse de savoir que vos succès ne seront jamais publiquement reconnus. La fondation de la JTF-2 marque donc un tournant discret mais profond. Un pays perçu comme modéré développe un outil stratégique d'une précision redoutable. Et ce n'est que le début. Car la vraie épreuve ne commence pas avec la création de l'unité. Elle commence lorsque les premiers candidats se présentent, convaincus qu'ils sont prêts. Très vite, ils découvrent que la JTF-2 n'évalue pas seulement leurs compétences. Elle évalue leur capacité à endurer l'invisible. Dans le monde des forces spéciales, la compétence est essentielle.
Mais dans la JTF2, ce qui définit réellement l'unité, ce n'est pas seulement la capacité à tirer, à sauter d'un avion ou à survivre au froid. C'est la culture. Une culture du silence si stricte qu'elle en devient presque une seconde nature. Deeds, not words. Des actes, pas des mots. Cette devise n'est pas un slogan publicitaire. Elle n'est pas imprimée sur des t-shirts. Elle n'est pas répétée devant des caméras. Elle est vécue. Contrairement à d'autres unités d'élite dont les exploits deviennent des livres AEE, à succès, la JTF2 fonctionne dans un environnement où la visibilité est une faiblesse. Chaque détail divulgué peut compromettre une future mission. Chaque fuite peut exposer une méthode. Chaque nom révélé peut mettre une famille en danger. Le secret n'est pas une préférence, c'est une nécessité stratégique. Dans la Seconde Guerre mondiale, les opérations clandestines dépendaient du silence absolu. Une seule information interceptée pouvait condamner un réseau entier. La JTF2 hérite de cette logique. Dans l'ère numérique, où chaque image peut être partagée instantanément, maintenir cette discrétion devient encore plus difficile et encore plus vital. À l'intérieur de l'unité, cette culture crée une dynamique particulière. Les opérateurs ne cherchent pas la reconnaissance externe, ils cherchent la confiance interne. Dans une petite équipe, la cohésion est tout. Chaque membre doit savoir que l'homme à sa gauche et celui à sa droite agiront sans hésitation. Pas pour la gloire, pas pour l'ego, mais pour la mission. Le concept de small team est central. Des groupes réduits, capables d'agir de manière autonome pendant plusieurs jours, voire semaines, capables de prendre des décisions critiques sans supervision immédiate. Cela exige un niveau de maturité exceptionnel. La JTF2 ne peut pas se permettre l'instabilité émotionnelle. Elle ne peut pas tolérer l'ambition mal placée. Lorsque l'unité est intégrée au camp de Sovcom en 2006, certains observateurs imaginent qu'elle deviendra plus visible. C'est l'inverse qui se produit. L'intégration renforce les capacités interarmées, mais la JTF2 conserve son mur d'opacité. Les budgets sont votés sans détails opérationnels. Les déploiements sont rarement confirmés. Les missions restent classifiées. Même au sein des forces armées canadiennes, tout le monde ne sait pas ce que fait exactement la JTF2. Cette compartimentation protège les opérations. Elle protège aussi les opérateurs. Le secret agit comme un multiplicateur de force. Dans les conflits modernes, l'incertitude est une arme. Si un adversaire ne sait pas comment une unité opère, où elle est déployée ou quelles sont ses capacités exactes, il doit se préparer à toutes les hypothèses. Cela consomme du temps, des ressources, de l'énergie stratégique. Une unité invisible devient une variable imprévisible. Et l'imprévisibilité crée la peur. Mais cette culture du silence a un coût. Les opérateurs doivent accepter que leurs familles ne connaîtront jamais tous les détails de leur mission. Ils doivent accepter que leurs succès ne seront pas célébrés publiquement. Dans certaines unités étrangères, les médailles sont annoncées, les récits publiés. Dans la JTF2, beaucoup de distinctions restent confidentielles. Le mérite existe. La reconnaissance publique, non. Cette réalité attire un profil particulier. Des hommes, et désormais aussi des femmes, qui ne recherchent pas la lumière, qui trouvent leur satisfaction dans la maîtrise, dans l'efficacité, dans le professionnalisme. La discipline informationnelle est si stricte que même les productions documentaires doivent passer par un processus de validation rigoureux. Tout script, toute image, tout témoignage potentiel est soumis à un examen minutieux par le ministère de la Défense nationale. Les lois canadiennes, notamment la loi sur la protection de l'information, rendent criminelle toute divulgation non autorisée de détails opérationnels. Cela signifie pas de date précise, pas de tactique détaillée, pas d'identité révélée. Même les interviews d'anciens opérateurs sont anonymisées. Voix modifiée, visage masqué, cette rigueur ne vise pas à créer un mystère artificiel, elle vise à protéger des vies. Comparée aux unités plus médiatisées, la JTF2 se distingue donc par une singularité frappante. Son pouvoir repose sur ce que le public ne voit pas. Dans une époque dominée par les réseaux sociaux, où chaque action est documentée, cette invisibilité volontaire est presque contre-culturelle, mais elle est cohérente avec son héritage. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les opérations spéciales les plus efficaces sont celles dont on parle le moins. Les succès silencieux empêchent les crises avant qu'elles ne deviennent publiques. Au fil des années, cette culture façonne la psychologie de l'unité.
Les opérateurs apprennent à fonctionner sous pression constante, non seulement opérationnelle, mais informationnelle. Une mission réussie ne doit laisser aucune trace. Un déplacement doit être invisible. Une présence doit être niée. Cette discipline transforme la JTF-2 en quelque chose de plus qu'une unité d'assaut. Elle devient un outil stratégique intégré au plus haut niveau décisionnel. Lorsque le gouvernement canadien doit agir sans escalade politique, sans exposition médiatique, la JTF-2 offre une option unique. Une action décisive, discrète, calibrée. Mais avant de devenir ces professionnels silencieux, les candidats doivent franchir un mur. Un mur invisible mais implacable. Car entrer dans la JTF-2 ne dépend pas seulement du courage. Cela dépend de la capacité à supporter une sélection qui élimine la majorité des volontaires. Et c'est là que commence la véritable épreuve. Pour beaucoup de soldats, l'idée d'intégrer la JTF-2 commence comme un défi personnel. Un sommet à gravir, une preuve ultime de compétence, un pas au-delà de l'excellence militaire conventionnelle. Mais très vite, ils découvrent que la sélection ne commence pas sur un terrain d'entraînement. Elle commence dans un bureau. Avant même d'enfiler un sac à dos de 35 kg, chaque candidat doit franchir une première barrière, l'examen administratif. Seuls les membres actifs des forces armées canadiennes peuvent postuler. Du simple soldat au major, tous doivent déjà maîtriser parfaitement leur spécialité militaire. Idéalement, ils possèdent une qualification parachutiste. Sinon, ils doivent démontrer qu'ils sont prêts à l'obtenir. La candidature passe par la chaîne de commandement, et dès ce moment, le filtre s'active. Le dossier du candidat atterrit devant un comité de sélection. Ce processus est méthodique, presque clinique. Les états de service sont analysés, les rapports disciplinaires épluchés, les évaluations annuelles comparées. Un détail anodin peut soulever des questions. La JTF-2 ne cherche pas simplement un excellent soldat. Elle cherche une stabilité constante, une fiabilité absolue. Dans une unité aussi restreinte, la moindre faiblesse devient exponentielle. Un homme instable peut compromettre toute une mission. Vient ensuite l'examen médical. Ce n'est pas une formalité. Chaque articulation, chaque ancienne blessure, chaque faiblesse potentielle est passée au crible. Un opérateur de la JTF-2 devra porter des charges lourdes sur des terrains accidentés, supporter des températures extrêmes, effectuer des sauts à haute altitude, plonger en eau froide. La moindre fragilité peut devenir fatale. Beaucoup sont éliminés à ce stade. Des soldats décorés, des hommes expérimentés, refusés avant même d'avoir commencé. Mais la barrière la plus redoutable est psychologique. Les candidats rencontrent des officiers spécialisés dans l'évaluation comportementale. Les entretiens sont longs, parfois déstabilisants. On ne cherche pas seulement du courage, on cherche la capacité à rester rationnel sous pression extrême, la faculté à prendre une décision mortelle sans perdre le contrôle, l'absence de besoin excessif de reconnaissance. Les psychologues ne posent pas seulement des questions, ils observent les micro-réactions, les hésitations, les contradictions. Un excès d'arrogance est un signal d'alarme, un manque d'assurance aussi. La JTF-2 exige un équilibre rare, confiance sans vanité, détermination sans impulsivité. Beaucoup de candidats découvrent à ce moment-là que leur motivation n'est pas suffisante. La majorité est éliminée avant même d'atteindre la première épreuve physique. Ce n'est pas spectaculaire. Il n'y a pas de chute dramatique. Simplement un message « dossier refusé ». Le taux d'échec est élevé dès cette phase. Et pourtant, ceux qui restent continuent d'avancer. Puis viennent les tests physiques initiaux. Ils ne sont pas encore le cœur de la sélection. Ils sont un avertissement. Course de 1,5 miles en moins de 9 minutes, 45 secondes. Pompe, traction, abdominaux jusqu'à l'épuisement, développer, coucher, évaluer pour la force fonctionnelle, puis la marche de 12 km avec 35 kg sur le dos. Pas de casque, pas de fusil, juste le poids et la distance. Le terrain est irrégulier, le chronomètre impitoyable. Ce test n'est pas conçu pour impressionner, il est conçu pour révéler. Révéler qui commence à douter, qui ralentit sous la fatigue, qui maintient le rythme malgré la douleur. Le test de natation complète l'évaluation. Eau froide, endurance prolongée, contrôle respiratoire. La peur de l'eau est éliminatoire. Dans les opérations modernes, l'insertion maritime est une réalité. La JTF-2 ne peut pas se permettre un opérateur qui hésite. Jusqu'à 3 tentatives sont autorisées pour certains candidats.
Mais la plupart ne reviennent jamais. Ils comprennent que ce niveau exige un engagement total. Et ceux qui passent toutes ces étapes ne sont pas encore des opérateurs. Ils sont simplement admis à la véritable sélection. C'est à ce moment que beaucoup réalisent l'ampleur de ce qu'ils ont entrepris. La JTF2 ne cherche pas des héros. Elle cherche des professionnels invisibles, des hommes capables d'endurer la pression sans validation externe. La phase administrative, médicale et psychologique a déjà réduit drastiquement le nombre de candidats. Ceux qui restent savent une chose, la partie la plus difficile n'a pas encore commencé, car la sélection opérationnelle va désormais tester non seulement leur corps, mais leur identité. La véritable sélection commence au moment où les candidats cessent d'être des individus. Ils deviennent des numéros. Plus de grades affichés, plus d'ancienneté reconnue, plus de décoration valorisée. Dans la JTF2, l'histoire passée ne garantit rien. Ce qui compte désormais, c'est la capacité à avancer, quand tout pousse à abandonner. La première phase opérationnelle est centrée sur l'endurance. Pas une endurance théorique, pas une endurance de salle de sport. Une endurance brute. Les marches commencées et en sont tôt, souvent avant l'aube, sac de 35 kg, terrain accidenté, distance qui semble toujours plus longue que prévu. 12 km ne sont qu'un point de départ. Ce qui use les candidats, ce n'est pas seulement la distance, c'est la répétition. Jour après jour, sans confort, sans récupération complète. Les épaules brûlent, les pieds s'ouvrent, les genoux protestent. Mais personne ne commente. La JTF2 observe en silence. La fatigue est méthodiquement introduite. Les horaires sont irréguliers. Les instructions parfois ambiguës. Un ordre peut changer à la dernière minute. Un itinéraire modifié sans explication. Les candidats doivent s'adapter instantanément. Dans les opérations réelles, la situation évolue sans prévenir. La sélection reproduit cette incertitude. Ceux qui s'irritent, ceux qui contestent, ceux qui laissent transparaître leur frustration. Ils sont notés. Puis vient le froid. L'Arctique n'est pas un décor exotique pour la JTF2, c'est un laboratoire. Les candidats Sarah sont envoyés dans des environnements où la température plonge bien en dessous de zéro. Le vent coupe la peau. L'humidité s'infiltre dans chaque couche. Les bottes gèlent pendant la nuit. Au réveil, il faut les enfiler quand même. La sensation de chaleur disparaît progressivement. Le corps lutte pour conserver son énergie. Mais la mission continue. Navigation dans la neige profonde, installation de postes d'observation, gestion de matériel dans des conditions extrêmes. Ici, la nature est un adversaire à part entière. La leçon est claire. Si vous ne maîtrisez pas l'environnement, vous devenez vulnérable. La privation de sommeil s'installe progressivement. Les journées s'allongent, les nuits raccourcissent. Les candidats doivent effectuer des tâches techniques, lecture de cartes, calcul de distance, coordination d'équipe, alors que leur esprit commence à ralentir. Les erreurs apparaissent, une mauvaise estimation d'azimut, un oubli dans l'équipement, une communication imprécise. Chaque erreur est analysée. La JTF2 ne cherche pas la perfection absolue. Elle cherche la capacité à rester fonctionnelle sous dégradation. Le parallèle avec la Seconde Guerre mondiale est évident. Les commandos opérant derrière les lignes ennemies devaient en survivre au froid, au manque de sommeil, à l'isolement total. Ils n'avaient pas le luxe de se plaindre. La JTF2 reproduit cet esprit. Une petite équipe autonome capable de fonctionner sans soutien immédiat. Mais la sélection ne se limite pas à la souffrance physique. Elle introduit progressivement des scénarios tactiques. Les candidats doivent résoudre des problèmes sous pression. Extraction simulée d'un blessé. Organisation d'une position défensive improvisée. Coordination silencieuse en milieu boisé. La communication verbale est limitée. Les gestes doivent être précis. Les décisions rapides. La cohésion d'équipe est testée en permanence. Certains candidats, excellents individuellement, échouent ici. Ils ne s'intègrent pas. Or, dans la JTF2, l'individualisme excessif est un risque. Les instructeurs ne critiquent pas constamment. Ils observent. Un regard suffit. Une note discrète sur un carnet. Les candidats ne savent jamais exactement où ils se situent. Cette incertitude est volontaire. Dans une opération réelle, personne ne vous dira si vous êtes performant. Seul le résultat compte.
Progressivement, le nombre diminue. Un candidat se blesse, un autre abandonne. Un troisième est discrètement retiré du programme. Aucun drame, juste un départ. La sélection n'est pas spectaculaire, elle est implacable. À ce stade, ceux qui restent commencent à comprendre une vérité essentielle. La JTF2 ne cherche pas à briser pour le plaisir, elle cherche à révéler. Révéler qui peut continuer à avancer quand il n'y a plus de reconnaissance, qui peut supporter le froid, la fatigue, l'incertitude, sans perdre sa lucidité. Et bientôt, l'épreuve deviendra encore plus intense, car l'endurance n'est qu'un début. La prochaine phase testera la capacité à agir dans le chaos absolu. Après l'endurance vient la vitesse. Après le froid vient le chaos. La JTF2 ne forme pas seulement des hommes capables de survivre. Elle forme des opérateurs capables d'agir dans des environnements où chaque seconde peut coûter une vie. La phase suivante de la sélection plonge les candidats dans l'univers du combat rapproché. Close Quarters Battle, CQB. Ici, la fatigue accumulée devient un facteur aggravant. Les candidats entrent dans des structures simulées, bâtiments, couloirs étroits, pièces obscures. Les scénarios sont réalistes. Ostages fictifs, menaces armées, variables imprévues. Chaque mouvement est chronométré. Chaque erreur est visible. Une porte mal franchie. Un angle mort, oublié, une hésitation. Dans un contexte réel, cela signifierait la mort. Les instructeurs recréent le stress opérationnel, bruit soudain, lumière changeante, ordre contradictoire. Le rythme cardiaque grimpe. La respiration devient plus courte. Les candidats doivent pourtant rester fluides. Un opérateur de la JTF2 ne peut pas se figer sous pression. Il doit analyser, décider et agir presque simultanément. La coordination est cruciale. Une équipe qui n'avance pas comme un seul organisme est vulnérable. Certains candidats, physiquement impressionnants, échouent ici. Ils agissent trop vite ou trop lentement. Ils ne lisent pas leurs coéquipiers. La JTF2 exige une synchronisation instinctive, puis viennent les insertions. Saut à ouverture automatique. Saut at shallow, high altitude, low opening. Saut at shallow, high altitude, high opening. À haute altitude, l'air est plus fin, le froid plus mordant. Le silence est total. L'avion ouvre sa rampe. Un à un, les candidats disparaissent dans la nuit. L'objectif n'est pas seulement d'atterrir, c'est d'atterrir au point exact, de se regrouper rapidement, de poursuivre la mission sans délai. Une erreur de navigation peut compromettre toute l'opération. Dans les conflits modernes, l'insertion aérienne reste un outil stratégique majeur. La JTF2 s'assure que ses opérateurs maîtriseront chaque variable. La mer devient ensuite un nouveau terrain d'épreuve. Plongée en eau froide. Approche amphibie, navigation de nuit. Le Canada possède l'un des littoraux les plus vastes du monde. La JTF2 doit être capable d'approcher discrètement une cible depuis l'eau. Les candidats doivent gérer le froid, la visibilité réduite, la fatigue musculaire. Une infiltration maritime mal exécutée est une catastrophe annoncée. Ici encore, la sélection observe. Qui reste calme lorsque la combinaison laisse passer l'eau glacée? Qui conserve sa concentration malgré l'inconfort? Le parallèle historique apparaît une nouvelle fois. Durant la Seconde Guerre mondiale, des unités spéciales infiltraient les côtes occupées en kayak ou en embarcation légère. Le succès dépendait de la discrétion et de la précision. La JTF2 modernise ses méthodes, technologie avancée, système de navigation précis, équipement spécialisé pour les environnements extrêmes. Mais la technologie ne remplace pas la discipline, elle la complète. Au fil des jours, les candidats comprennent que la sélection n'est pas une série d'épreuves isolées. C'est un processus cumulatif. La fatigue physique s'ajoute à la pression mentale. Le stress tactique s'ajoute au manque de sommeil. L'erreur devient plus probable, et c'est précisément là que la JTF2 mesure la différence. Un opérateur doit être capable de maintenir un niveau de performance stable malgré la dégradation. Ce n'est pas l'exploit ponctuel qui impressionne les instructeurs, c'est la constance. À mesure que la sélection avance, le groupe se réduit encore. Les départs ne sont pas annoncés publiquement. Un candidat est convoqué, un bref échange. Puis il quitte la zone d'entraînement. Sans drame, la sélection continue. Ceux qui restent commencent à ressentir un changement subtil. Ils ne pensent plus en termes individuels. Ils fonctionnent comme une cellule.
Les gestes deviennent plus efficaces, la communication plus silencieuse. Ils anticipent les mouvements des autres, c'est le début de la transformation. Mais l'épreuve la plus redoutée approche encore. Une phase qui ne teste plus seulement les compétences physiques ou techniques, une phase qui teste la volonté pure. Car bientôt, pendant 72 heures, la JTF2 supprimera presque tout confort. Et là, certains découvriront leurs limites véritables. La dernière épreuve ne porte pas officiellement un nom spectaculaire. Pas de titre héroïque, pas de badge distinctif. Les candidats l'appellent simplement les 72 heures. 3 jours, sans véritable sommeil, avec une alimentation minimale, sous pression constante. C'est ici que la sélection cesse d'être physique. Elle devient existentielle. Le scénario est simple en apparence. Une mission simulée continue. Navigation longue distance, reconnaissance d'objectifs, transmission de renseignements, exfiltration. Mais rien ne s'arrête. Lorsque les candidats pensent avoir terminé une phase, une nouvelle instruction arrive. Un changement d'itinéraire, un nouvel objectif, une complication imprévue. La fatigue accumulée des semaines précédentes devient un poids invisible. Les paupières brûlent, la perception ralentit, la mémoire flanche. Et pourtant, chaque décision compte. La privation de sommeil agit comme un révélateur. Des personnalités changent. Certains deviennent irritables, d'autres silencieux. Certains commencent à douter. Dans cet état, les erreurs les plus simples deviennent probables. Un chiffre mal transmis, un repère mal interprété, une coordination défaillante. Les instructeurs n'interviennent presque pas. Ils observent. Ils notent ni qui garde le contrôle. La JTF2 cherche quelque chose de très précis. Pas la force brute, pas l'agressivité, mais la clarté mentale sous effondrement progressif. Dans les opérations réelles, une mission peut durer des heures, parfois des jours, sans repos. Un opérateur doit rester fonctionnel même lorsque son corps réclame l'arrêt. Cette capacité ne s'enseigne pas facilement. Elle se révèle. À un moment, souvent au milieu de la deuxième nuit, la sensation d'isolement devient plus forte. Le monde extérieur semble lointain. Il n'y a plus que l'équipe, le terrain, l'objectif. Certains candidats regardent autour d'eux et réalisent qu'ils sont à la limite. C'est là que la sélection devient psychologique. Personne ne les oblige physiquement à continuer. Mais abandonner signifie reconnaître que la JTF2 n'est pas faite pour eux. Un ancien opérateur, dont l'identité reste protégée, a décrit cette phase de manière simple. Vous n'êtes plus fatigué, vous êtes vide, et c'est à ce moment que vous découvrez si vous êtes encore capable de décider. La fatigue efface les illusions. Elle enlève le vernis du courage affiché, elle révèle le noyau. Les tâches deviennent plus complexes. Un scénario d'extraction sous pression. Un blessé à transporter sur un terrain difficile, une coordination radio avec information incomplète. Chaque action demande un effort démesuré, mais l'équipe doit continuer à fonctionner comme une unité cohérente. C'est ici que les liens se renforcent ou se brisent. Un candidat qui ralentit excessivement met les autres en difficulté. La solidarité est essentielle, mais la JTF2 n'est pas un refuge. Si un individu devient un risque, il est retiré. Lorsque les 72 heures touchent à leur fin, il n'y a pas de fanfare, pas de musique dramatique, simplement un arrêt. Les candidats sont rassemblés. Certains apprennent qu'ils continuent, d'autres comprennent que leur parcours s'arrête ici. Le taux d'attrition dépasse souvent 70%. Ce chiffre n'est pas théorique, il est réel. La majorité ne franchit pas cette étape. Ceux qui restent ne sont pas célébrés publiquement. Ils ne reçoivent pas de reconnaissance médiatique, mais ils savent qu'ils ont franchi une barrière invisible. Ils ont démontré qu'ils peuvent fonctionner dans le vide, dans le silence, dans l'épuisement. Ce n'est pas la fin du processus, c'est le début de la transformation. Car la sélection n'a pas pour but de créer des super-soldats. Elle vise à identifier ceux qui peuvent devenir des opérateurs, des professionnels capables d'agir dans les environnements les plus hostiles du monde. Des hommes et des femmes capables de disparaître dans la nuit arctique, d'entrer dans un bâtiment en une fraction de seconde, ou d'infiltrer un territoire étranger sans laisser de traces. Et bientôt, ces compétences seront testées dans un contexte réel, un théâtre d'opération où le monde entier observe. L'Afghanistan. Lorsque les tours du World Trade Center s'effondrent en septembre 2001, le monde bascule dans une nouvelle ère.
Les armées occidentales entrent dans une guerre asymétrique, imprévisible, sans ligne de front clairement définie. L'ennemi n'est plus un État conventionnel. Il est diffus, mobile, dissimulé parmi la population. Pour les forces spéciales, c'est un terrain familier. Pour la JTF-2, c'est le premier véritable baptême du feu à grande échelle. Le déploiement canadien en Afghanistan commence dans la discrétion. Pas de grande annonce, pas de mise en scène politique. Un petit détachement d'environ 40 opérateurs est intégré à la Task Force Kabar, une coalition de forces PA spéciales regroupant des unités américaines, britanniques, australiennes et d'autres alliés. Comparé aux milliers de soldats déployés par les grandes puissances, ce chiffre semble modeste. Mais la nature des missions confiées à la JTF-2 ne dépend pas du volume. Elle dépend de la précision. Le sud de l'Afghanistan est un terrain hostile. Montagnes arides, villages dispersés, réseaux de combattants talibans et d'Al-Qaïda opérant en cellules. Les opérations sont menées de nuit. Insertion discrète. Observation prolongée. Capture ciblée. La plupart des détails restent classifiés, mais des rapports américains publiés ultérieurement évoquent la capture de plus d'une centaine de leaders ennemis au cours des premiers mois d'opérations conjointes. La JTF-2 joue un rôle direct dans ces missions. Des cibles à haute valeur, des interventions rapides, des exfiltrations maîtrisées. Dans cet environnement, la doctrine du silence devient un avantage stratégique. Les opérateurs canadiens ne cherchent pas la médiatisation. Ils exécutent. Les commandants alliés prennent note. Un fait officiel émerge. La JTF-2 reçoit la Presidential Unit Citation des États-Unis en janvier 2002. Une distinction rare pour une unité étrangère. Cette reconnaissance ne résulte pas d'une campagne médiatique. Elle découle de performances opérationnelles concrètes. Le général Rick Hillier, alors chef d'état-major de la Défense, qualifiera plus tard la JTF-2 de unité de classe mondiale. Les missions en Afghanistan ne se limitent pas aux raids directs. Elles incluent aussi des opérations de reconnaissance profonde, des équipes infiltrées dans des zones isolées pour observer les mouvements ennemis, identifier des camps, confirmer des renseignements. Ces opérations exigent patience et discipline. Rester immobile pendant des heures. Transmettre des informations précises. Attendre le moment opportun. La Seconde Guerre mondiale avait déjà démontré l'importance de la reconnaissance derrière les lignes ennemies. En Afghanistan, cette doctrine était modernisée. Technologie satellitaire, système de vision nocturne avancé, communication cryptée. Mais au cœur du dispositif, il y a toujours l'opérateur, sa capacité à rester calme, à analyser, à décider. Les environnements montagneux afghans présentent des défis spécifiques. Altitude élevée, température extrême la nuit. Visibilité variable, les opérateurs doivent s'adapter rapidement. L'expérience acquise dans les environnements arctiques canadiens leur offre un avantage inattendu. Habitués à fonctionner dans des conditions climatiques sévères, ils maintiennent un niveau de performance stable. Cette adaptabilité renforce leur réputation au sein de la coalition. La Task Force K-Bar regroupe certaines des meilleures unités spéciales du monde. Dans ce cercle restreint, le respect n'est pas accordé par défaut. Il se gagne. Les retours opérationnels soulignent la fiabilité des équipes canadiennes. Discrétion, efficacité, sont de coordination fluide. La JTF-2 ne cherche pas à dominer. Elle cherche à réussir la mission. Et dans les opérations spéciales, le succès silencieux vaut plus que la visibilité. Cependant, la guerre moderne n'est jamais exempte de complexité. En 2006, des questions sont soulevées concernant le transfert de détenus afghans par des forces canadiennes. Le débat parlementaire met en lumière la tension entre secret opérationnel et responsabilité démocratique. La JTF-2, comme toute unité militaire, reste soumise au cadre légal canadien. Des mécanismes d'audit et de supervision existent. Cette réalité rappelle que même les unités les plus secrètes opèrent sous l'autorité d'institutions démocratiques. Malgré ces controverses, la performance en Afghanistan consolide la position de la JTF-2 parmi les forces spéciales de premier plan. Elle prouve qu'une petite unité, correctement sélectionnée et entraînée, peut produire un impact stratégique significatif. La Seconde Guerre mondiale avait montré que des commandos pouvaient influencer des campagnes entières.
En Afghanistan, la JTF-2 confirme que cette logique reste valide au XXIe siècle. Mais l'Afghanistan n'est pas une fin, c'est une étape. Car dans le monde des opérations spéciales, l'évolution est permanente. Les menaces changent, la technologie progresse. Et pour rester pertinente, la JTF-2 doit continuellement moderniser ses capacités. Dans le monde des forces spéciales, rester au sommet ne signifie pas seulement survivre aux conflits passés. Cela signifie anticiper les prochains. Après l'Afghanistan, la JTF-2 entre dans une phase d'adaptation permanente. Les menaces évoluent, terrorisme transnational fragmenté, acteurs hybrides, zones grises géopolitiques, cyberinfluence, conflits limités mais technologiquement sophistiqués. Pour rester pertinente, l'unité doit moderniser sans relâche. L'équipement n'est jamais un simple détail. Dans les opérations spéciales, la différence entre succès et échec peut se jouer sur un système d'optique, un dispositif de communication, une plateforme d'armes. Les rapports publics évoquent l'adoption progressive de la famille SIG-MCX, une arme modulaire, compacte, adaptée aux environnements urbains et aux opérations discrètes avec silencieux. Elle complète les plateformes historiques comme la Colt Canada C8 déjà éprouvée. Mais au-delà des armes, c'est l'intégration technologique globale qui distingue la JTF-2. Système de vision nocturne de dernière génération. Capteur thermique. Drone léger pour reconnaissance immédiate. Chaque élément est choisi pour une raison. Supériorité opérationnelle. La spécialisation arctique continue d'être un pilier stratégique. Alors que la compétition géopolitique s'intensifie dans le Grand Nord, le Canada possède un avantage naturel, la familiarité avec cet environnement. La JTF-2 investit dans des équipements adaptés aux températures extrêmes. Armes isolées thermiquement, vêtements chauffants spécialisés, système de mobilité sur neige profonde. L'Arctique n'est pas seulement une zone de survie. C'est un espace stratégique. Routes maritimes émergentes, présence accrue d'acteurs internationaux, sensibilité diplomatique élevée, une unité capable d'opérer efficacement dans ces conditions offre au Canada un levier stratégique unique. La modernisation concerne également la mobilité maritime, approche en eau froide. Embarcation rapide à signature réduite, capacité amphibie adaptée aux littoraux difficiles. Le Canada, avec l'un des plus longs littoraux au monde, ne peut ignorer cette dimension. La JTF-2 s'entraîne régulièrement à des insertions discrètes depuis la mer. La Seconde Guerre mondiale avait déjà démontré l'efficacité des opérations côtières de clandestines. La différence aujourd'hui réside dans la précision technologique. Navigation GPS sécurisée. Communication cryptée en temps réel. Coordination interalliée instantanée. L'évolution ne s'arrête pas à l'équipement, elle touche la doctrine. Les conflits contemporains exigent une coordination étroite avec les alliés. La JTF-2 participe à des exercices conjoints avec des unités comme le SAS britannique et les forces spéciales américaines. Dans ces environnements, le respect se mesure à la performance. Les Canadiens sont perçus comme discrets, méthodiques, fiables. Leur force n'est pas l'exubérance, c'est la constance. La modernisation implique aussi une gestion fine de la sécurité opérationnelle. Contrairement à certaines unités étrangères confrontées à des fuites médiatiques répétées, la JTF-2 maintient un niveau de discrétion exceptionnel. Un seul incident public notable, lors d'une opération au Kurdistan, a été officiellement reconnu comme mineur. Pour une unité opérant depuis 3 décennies sur plusieurs continents, ce niveau de confidentialité est remarquable. Cette invisibilité stratégique devient en soi un avantage. Un adversaire qui ne peut anticiper vos méthodes doit multiplier ses précautions. Cela ralentit ses opérations. Cela augmente son incertitude. Mais moderniser implique aussi une réflexion éthique. Dans une démocratie, même les unités les plus secrètes doivent rester sous contrôle institutionnel. Comité parlementaire. Auditeur général. Police militaire. Ces mécanismes assurent un équilibre délicat entre efficacité opérationnelle et responsabilité publique. La JTF-2 évolue donc dans une tension permanente. Agir vite, agir discrètement. Mais rester conforme aux principes démocratiques. La comparaison avec les grandes unités médiatisées est inévitable. Les Navy Seals ont acquis une visibilité mondiale. Le SAS bénéficie d'un héritage historique impressionnant.
La JTF-2, elle, continue d'avancer sans publicité. Son effectif reste volontairement limité. Sa doctrine demeure axée sur la précision plutôt que sur la projection massive. Ce choix stratégique reflète la culture canadienne. Pas de démonstration excessive, pas de surenchère, mais une efficacité mesurée. Aujourd'hui, dans les cercles spécialisés, une réalité est souvent reconnue. La JTF-2 n'est peut-être pas la plus connue, mais elle est considérée comme l'une des plus fiables. Fiable dans l'Arctique, fiable en environnement urbain, fiable en coalition internationale. Et dans le monde des opérations spéciales, la fiabilité est la monnaie la plus précieuse. La modernisation continue, les menaces changent, les technologies évoluent, mais l'essence de la JTF-2 reste intacte. Petite, discrète, redoutable. Et alors que les projecteurs médiatiques dominants continuent de briller ailleurs, le Canada conserve un atout stratégique rarement mentionné, une unité capable d'agir dans l'ombre à la hanche et d'en sortir sans trace. Comparer la JTF-2 aux unités les plus célèbres du monde est inévitable. Les Navy SEAL sont devenus des icônes culturelles. La Delta Force est entourée de mystères mais omniprésente dans les récits médiatiques. Le SAS britannique porte l'héritage glorifié de la Seconde Guerre mondiale. Alors où se situe la JTF-2 ? La réponse est paradoxale, elle est moins visible, mais souvent considérée en interne comme tout aussi redoutable. La première différence réside dans la gestion de l'information. Les forces américaines et britanniques ont connu plusieurs fuites médiatiques au fil des décennies. Livres écrits par d'anciens opérateurs, interviews télévisées. Détails opérationnels révélés parfois involontairement. La JTF-2, elle, maintient une opacité presque totale. Depuis sa création, les informations publiques concernant ses missions sont rares. Un seul incident, reconnu publiquement lors d'opérations au Kurdistan, a été jugé mineur par les autorités canadiennes. Pour une unité active sur plusieurs continents depuis plus de 30 ans, ce niveau de discrétion est exceptionnel. Dans le monde des opérations spéciales, cela inspire le respect. La seconde différence est culturelle. Certaines unités évoluent dans des environnements où la valorisation individuelle est plus prononcée. La JTF-2, au contraire, cultive une modestie structurelle. Le succès n'est pas raconté. Il est archivé. Les opérateurs retournent à l'anonymat. Cette approche correspond à une vision stratégique canadienne plus large. Agir efficacement sans chercher à dominer la narration publique. Sur le plan opérationnel, la comparaison technique montre peu de différences fondamentales. Toutes ces unités maîtrisent insertion aérienne avancée, combat rapproché, reconnaissance stratégique, opération maritime. Ce qui distingue la JTF-2, selon de nombreux observateurs militaires, est son adaptation arctique. Peu d'unités occidentales possèdent une expertise aussi poussée dans les environnements polaires. Alors que la compétition géopolitique s'intensifie dans le Grand Nord, cette capacité devient un atout stratégique majeur. Mais aucune unité d'élite n'est à l'abri de controverses. En 2006, la question du transfert de détenus en Afghanistan suscite un débat parlementaire. Des interrogations émergent concernant le respect des obligations internationales. Ces discussions rappellent une réalité essentielle. Même les forces les plus secrètes opèrent sous un cadre légal. Au Canada, des mécanismes de contrôle existent. Comités parlementaires, audits indépendants, supervision militaire. Cette structure garantit un équilibre délicat entre efficacité opérationnelle et responsabilité démocratique. Certains analystes considèrent que cette supervision renforce la légitimité de la JTF-2, une unité capable d'opérer dans l'ombre tout en restant soumise aux principes de l'État de droit possède une crédibilité particulière sur la scène internationale. Dans un monde où les opérations clandestines peuvent générer des controverses majeures, cette rigueur institutionnelle devient un avantage. Sur le terrain international, la réputation de la JTF-2 repose moins sur des déclarations publiques que sur des retours d'expérience interne aux coalitions. Les partenaires alliés évoquent souvent la fiabilité canadienne. Précision, discrétion, respect des protocoles. La JTF-2 ne cherche pas à s'imposer comme la plus agressive. Elle cherche à être la plus efficace. Et dans les missions sensibles, l'efficacité discrète prime sur la visibilité. Il existe une autre dimension rarement mentionnée, la taille. Les unités américaines disposent d'effectifs plus importants et de budgets supérieurs.
La JTF2, en restant volontairement compacte, limite son empreinte. Moins de personnel signifie moins de vulnérabilité informationnelle, moins de structures hiérarchiques signifie une réactivité accrue. Ce choix stratégique reflète l'idée fondatrice, un scalpel plutôt qu'un marteau. Dans les cercles spécialisés, une phrase revient souvent: la meilleure unité n'est pas celle dont on parle le plus, c'est celle que les autres préfèrent avoir à leur côté. La JTF2 semble avoir atteint ce statut. Respectée par ses alliés, peu connue du grand public, constamment en évolution. Mais la question demeure. Dans un monde saturé d'images et de récits héroïques, une unité peut-elle rester durablement dans l'ombre? La JTF2 a choisi cette voie. Et c'est précisément ce choix qui alimente son aura. Car le mystère, dans le domaine militaire, n'est pas une faiblesse. C'est un multiplicateur de puissance. Pendant des décennies, le monde a appris à associer la puissance militaire à la visibilité. Plus une unité est médiatisée, plus elle semble redoutable. Plus ses opérations sont racontées, plus son mythe grandit. Les Navy SEALs ont leur légende. Le SAS a son héritage historique. La Delta Force, son aura secrète mais omniprésente. Et la JTF2, elle a choisi une autre voie. Depuis sa création en 1993, cette unité canadienne a suivi une ligne claire: efficacité sans exposition. Son histoire ne s'écrit pas dans les films. Elle ne se construit pas sur des autobiographies. Elle ne se nourrit pas de récits spectaculaires. Elle se construit sur des résultats, des missions exécutées sans incident public, des opérations réussies sans confirmation officielle, des interventions qui n'apparaissent jamais en première page. Dans le monde des opérations spéciales, cette constance silencieuse est une signature. La Seconde Guerre mondiale a démontré qu'un petit groupe d'hommes bien entraînés pouvait changer le cours d'une bataille. Les commandos infiltrés derrière les lignes ennemies ont prouvé que la précision stratégique pouvait surpasser la puissance brute. La JTF2 incarne cette philosophie au XXIe siècle. Petite, flexible, invisible. Sa force ne réside pas dans le nombre, elle réside dans la sélection. Plus de 70% des candidats échouent. Seule une minorité franchit le seuil. Ceux qui restent acceptent une réalité particulière, ils agiront dans l'ombre. L'Afghanistan a consolidé sa réputation parmi les alliés. Les exercices conjoints ont confirmé son niveau technique. La spécialisation arctique lui donne un avantage stratégique unique. Mais au-delà des capacités matérielles, il y a une dimension plus subtile. La mentalité, une discipline informationnelle stricte, une cohésion d'équipe prioritaire sur l'individu, une capacité à fonctionner dans l'incertitude totale. Ces éléments ne se mesurent pas facilement, ils ne se photographient pas. Mais ils font la différence. Dans un monde où les conflits deviennent plus complexes, plus hybrides, plus rapides, les États ont besoin d'outils précis. Pas nécessairement massifs, pas nécessairement visibles, précis. La JTF2 répond à ce besoin. Elle offre au Canada une option stratégique calibrée. Intervenir sans escalade. Agir sans exposition excessive. Résoudre sans publicité. La question initiale demeure: pourquoi la JTF2 est-elle l'unité commando la plus sous-estimée au monde? Parce que sa puissance ne se mesure pas à son image. Parce qu'elle ne cherche pas à être la plus célèbre. Parce qu'elle accepte que le succès véritable soit silencieux. Dans le domaine militaire, le mythe attire l'attention, mais l'efficacité attire le respect. Et parmi les professionnels des opérations spéciales, le respect compte plus que la notoriété. La JTF2 continuera probablement d'évoluer. Les technologies changeront, les théâtres d'opération aussi, mais son ADN restera identique. Des actes, pas des mots. Un pays souvent perçu comme modéré conserve ainsi un atout stratégique rarement mentionné. Une unité capable d'agir dans les environnements les plus hostiles du monde et de disparaître avant même que le public n'apprenne qu'elle était là. Alors, dans un univers saturé de légendes médiatisées, une dernière réflexion s'impose. Et si l'unité la plus dangereuse n'était pas celle que l'on voit? Et si la véritable supériorité résidait dans la capacité à frapper sans bruit? La JTF2 n'a pas besoin d'être la plus connue. Elle a seulement besoin d'être prête.